nous avons commencé à l'aborder hier, hein, donc tous dehors, c'est le titre explicite de la table ronde. La question de l'externalisation des hospitalisations et de la prise en charge des patients est un enjeu majeur pour les acteurs de la santé. C'est une stratégie forte qui vise à optimiser les prises en charge, mais aussi à maîtriser, voire réduire les coûts, sans pour autant, d'ailleurs, de l'aveu même de la DGOS hier, qu'il n'y ait de possibilité toujours très fiable de projection en termes d'économie. Alors cette fin possible ou prévisible de l'hospitalisation complète a bien sûr des enjeux importants, tant en termes de qualité des soins qu'en matière architecturale, et bien sûr, toujours et encore, en matière tarifaire. Donc cette orientation fait partie, avec d'autres, du programme de gestion des risques et des 10 priorités nationales que l'on va aborder dans un instant. Donc pour évoquer plus largement ce programme et puis plus particulièrement les enjeux liés à l'externalisation, j'invite donc Dominique Polton, conseillère auprès du directeur général de la CNAM TS, ainsi qu'Olivier Delabarre, membre du conseil d'administration de la fondation Aya Associés. Je ne sais pas s'il est là, il est là sûrement quelque part. Et enfin, Nicolas Bobet, directeur régional de Capio. On a Olivier Delabarre ou pas? Non. Oui, il est là. Il faut faire un appel micro dans le couloir ou dans le village des partenaires. Il est passé où? J'ai copié. Voilà. Alors, on installe le matériel pour la présentation de Madame Polton. Ah, il est là. Bonjour. Allez-y, installez-vous où vous le souhaitez. Donc, je vous invite à ouvrir cette séquence en nous présentant les priorités nationales de gestion du risque. Et parmi ces priorités, les prioritaires, si je puis dire. Merci beaucoup. Donc, je voyais tout à l'heure que j'étais au premier rang, je ne voyais jamais l'orateur, mais apparemment, là, à partir du deuxième rang, ça doit aller. Donc, si je suis trop petite, je passe de l'autre côté parce que j'avais l'impression que... Voilà, je ne voyais même pas la tête de la personne qui parlait tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça va mieux, bien que je vous vois très mal, puisque vous êtes dans le sombre et moi dans la lumière. Donc, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si je peux directement... Ah, c'est bon. Donc, effectivement, je pense que ce dont je vais vous parler, c'est finalement ce que l'assurance maladie essaie de faire dans ce domaine-là, les actions qu'elle déploie, avec l'idée, si vous voulez, que je pense qu'il y a un objectif qu'on peut tous partager. Ce n'est pas l'objectif de l'assurance maladie, ce n'est pas non plus l'objectif des pouvoirs publics uniquement. C'est, je pense, un objectif qu'on peut essayer, dont on peut dire qu'il est absolument vital pour nous. C'est que si on veut continuer à soigner plus de gens demain, parce qu'on va avoir des besoins croissants, on a une population qui croît, on a quand même une population qui vieillit, même si ce n'est pas massif sur le système, mais on va avoir de plus en plus d'interventions à faire sur des populations croissantes. Et si on veut le faire dans les contraintes financières qui sont les nôtres dans les quelques années qui viennent, avec la situation économique qu'on a, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de gagner tous en productivité dans la façon dont on offre ces soins. Et la façon de gagner en efficience, c'est bon, d'une part, évidemment, et peut-être pour un futur plus lointain, c'est d'essayer au maximum de prévenir l'arrivée, mais aussi les complications des pathologies. Mais c'est aussi, et c'est ce qui nous occupe plutôt aujourd'hui, essayer d'optimiser les traitements, d'optimiser les processus de soins, et que quelque part, chaque soin individuellement soit aussi produit au meilleur coût possible. Et en l'occurrence, sous l'appellation « tous dehors », ça veut dire limiter la mobilisation des plateaux techniques hospitaliers à ce qui est vraiment nécessaire, optimiser les processus de soins au sein de chaque établissement pour essayer de produire les coûts au meilleur prix. Et puis, c'est un peu le corollaire, utiliser d'une certaine manière à chaque fois l'environnement de soins le plus léger et donc le moins coûteux à qualité égale. Et donc, il y a à la fois la dimension de la chirurgie ambulatoire, c'est sûr, et de son développement, qui est effectivement une des sources possibles. Il y a, au-delà de la chirurgie ambulatoire elle-même, même si on ne peut pas passer en chirurgie ambulatoire, des enjeux de réduction d'un certain nombre de durées de séjour. Je vous en montrerai un ou deux exemples. Et puis, la question des alternatives à l'hospitalisation elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire à l'hôpital, qu'est-ce qu'on doit faire en ville, qu'est-ce qu'on doit faire en HAD. Donc, l'utilisation au mieux de chacun des niveaux, on pourrait dire, de plateau technique. Alors, des marges de manœuvre, on en a, ça c'est clair. Je vous donne deux exemples. On sait bien qu'on a quand même, par rapport à la chirurgie ambulatoire, et beaucoup de données le montrent. Là, vous avez un exemple qui n'est pas tout à fait à jour, puisque c'était quelque chose qu'on avait mis dans notre rapport de proposition l'année dernière, donc ça date un peu. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on prend d'autres exemples et d'autres interventions. On est quand même un peu en décalage encore, même si on a rattrapé une partie de notre retard, par rapport à d'autres pays sur le développement de la chirurgie ambulatoire. Il y a des pays qui sont partis avant nous et qui ont des niveaux de chirurgie ambulatoire sur certains gestes qui sont
très supérieurs aux nôtres. Et donc ça prouve que c'est possible et ça prouve qu'on peut continuer et avoir une politique volontariste dans ce domaine. Même si, encore une fois, vous voyez, l'exemple de la cataracte est intéressant parce qu'on a quand même, en 2 ans, entre 2005 et 2010, très, très, très fortement réduit, évidemment, la partie faite en hospitalisation complète. On a encore plus en 2012, on n'était plus qu'à 14%, mais malgré tout, on voit bien que les autres, ils ont réduit aussi à partir de situations initiales plus favorables. Un autre exemple, là plutôt sur la durée de séjour, on reste un pays, quand on se compare par rapport aux pays de l'OCDE, qui a une durée de séjour, par exemple, pour accouchement physiologique, qui est particulièrement longue. On a 4,2 jours, la moyenne de l'OCDE est à 3, un certain nombre de pays sont à 2, et même en dessous de 2, et ce pas des petits pays marginaux. Donc ça veut dire que là aussi, on a un potentiel pour arriver à ce que ces séjours, d'une certaine manière, se réduisent en durée. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas moins d'accouchements, il y en a toujours autant, mais quand même, on peut arriver peut-être à faire sortir les femmes plus précocement, et peut-être qu'après tout, c'est aussi quelque chose qui est, dans un certain nombre de cas, souhaitable et souhaité par elles. Alors, quelles actions on peut mener et quelles actions nous menons pour ça? On n'est bien sûr pas les seuls acteurs de ce secteur, et d'ailleurs, là, je parle d'un paysage un peu global, mais la première condition peut-être qu'il faut avoir présent à l'esprit, parce qu'il y a quand même des pays qui ont fait des virages ambulatoires assez brutaux, comme par exemple c'est arrivé au Québec il y a assez longtemps, avec assez peu finalement de préparation de l'aval, et quand même un certain nombre de problèmes pour les patients qu'on a sortis très très rapidement de l'hospitalisation. Donc il faut un système dans lequel on organise l'aval de l'hospitalisation si on veut faire sortir les gens plus tôt dans de bonnes conditions, et pas avec ensuite des problèmes consécutifs et de perte de chance, etc. Donc l'aval de l'hospitalisation, il y a différentes façons de faire. Nous, on a effectivement un programme qui se développe et qui nous paraît, pour un certain nombre de situations, aujourd'hui, pouvoir constituer une solution, ou au moins une solution, disons, qu'on peut généraliser à moindre coût pour l'ensemble de la population. Donc, je vais en dire quelques mots. Le deuxième aspect, c'est quelque part quel intérêt ont les acteurs à agir. Et là, il y a à la fois dans les incitations qui ont été mises en place dans les dernières années des incitations de nature tarifaire. J'en parlerai pas puisque c'est plutôt, là, je crois qu'en plus vous avez une séance là-dessus hier sur la question des tarifs et de l'évolution des tarifs. Mais c'est donc l'incitation par le fait qu'on met le tarif de l'ambulatoire et du séjour de niveau 1 au même niveau. Mais il y a aussi un autre type d'incitation qui est plutôt un peu une incitation effectivement à se réorganiser, qui sont les programmes qu'on a déployés de mise sous accord préalable. Donc j'en dirai un petit mot aussi. Et puis la troisième, c'est indépendamment de ces deux éléments-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de favoriser la diminution des coûts de revient pour un séjour donné. Et donc il y a quelques idées dont on est porteur, mais là qui sont plus de l'ordre de la prospective. Alors le programme de retour à domicile, donc je rappelle que nous, on a comme idée que cette transition hôpital-ville, elle est de toute façon une charnière très importante dans notre système et qui n'est pas très bien organisée, comme dans beaucoup de systèmes d'ailleurs, mais le nôtre étant quand même constitué d'une structure de ville assez peu organisée, avec beaucoup encore de professionnels qui exercent de manière isolée. Finalement, cette fonction-là de vérifier que quand le patient sort de l'hôpital, il a bien un suivi, il a bien, les soins sont bien organisée et coordonnée, elle est finalement assez peu faite. Et c'est sur ce constat-là, en commençant par un secteur finalement très facile qui est la maternité, mais ensuite en le développant sur d'autres, c'est sur ce constat-là qu'on a eu l'idée d'avoir finalement un rôle peut-être de facilitateur, en aucun cas d'intervenant dans les soins ou dans l'ordonnancement des soins, mais peut-être de facilitateur pour arriver à organiser la sortie de l'hospitalisation d'une certaine manière, ce qui permet aussi de faire sortir éventuellement les personnes plus tôt. Et donc ce rôle de facilitateur, c'est simplement qu'un conseiller de l'assurance maladie prend contact avec la personne dans l'établissement, bien sûr avec l'accord des équipes, et si l'équipe en est d'accord, organise la suite du parcours qui peut induire le fait d'avoir à la fois des rendez-vous médicaux, soit infirmiers, etc., mais aussi d'avoir besoin, pour rester chez soi, d'un certain nombre de services d'une autre nature, comme portage de repas et autres types de services. Donc c'est ça qu'on essaye de faire d'abord pour la maternité. Donc on a aujourd'hui, pour la maternité, on a déployé ce service il y a déjà un certain nombre d'années. Il a commencé petit, il y a eu beaucoup de craintes. Les gens ont dit « Ah, mais si on fait ça ?» Donc le service, ça consiste simplement, c'est pas non plus à avoir 2 visites de sage-femme programmées à la sortie de la maternité par la femme. Donc ça a été un programme qui a suscité beaucoup de craintes. On a dit « Elles verront moins le pédiatre, elles verront moins le gynécologue ». L'expérience montre que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire ça, c'est resté parfaitement constant. En revanche, il y a effectivement des visites de sage-femme, ce qui est d'ailleurs une recommandation aujourd'hui de la
la Haute Autorité de Santé. Et on voit effectivement que ça accompagne une certaine, je ne dirais pas que ça la... Enfin, en tout cas, ça favorise et ça accompagne une certaine réduction de la durée de séjour. C'est un programme qui marche bien, les femmes en sont extrêmement satisfaites, et on voit bien que même l'ensemble de la communauté, d'une certaine manière, des établissements, quelque part, a vu l'intérêt d'avoir quelque chose qui, en aval, leur permet aussi de sécuriser les sorties et peut-être d'arriver à faire sortir les femmes plus précocement. Le deuxième, c'est l'orthopédie. Donc l'orthopédie, c'est évidemment plus compliqué. La question qu'on s'est posée il y a quelques années, c'est quand même, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui disent que dans un certain nombre de cas, pour des interventions fréquentes, on n'a pas forcément besoin d'être rééduqué en service de soins de suite et de réadaptation. Et nous, on a essayé de mettre en œuvre ces recommandations et de dire finalement quand est-ce que le SSR est vraiment nécessaire, quand est-ce que les patients pourraient être rééduqués en ville. Je veux dire, je sais que c'est peut-être... enfin, vous aussi, vous avez des établissements à gérer. Il faut savoir quand même qu'une rééducation en SSR, c'est plus de 5 000 €. Une rééducation en ville, je compte tout, hein, c'est 1 000 €. Donc, c'est 4 000 € d'écart. Et bien sûr, il faut pouvoir les assurer si c'est nécessaire, si l'établissement est nécessaire. S'il n'est pas nécessaire, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas organiser les soins en ville. Mais effectivement, il y a des choses qui les rendent difficiles. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, justement, que les personnes ont besoin d'être transportées éventuellement pour leurs soins, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours pris en charge, qu'elles ont besoin éventuellement, si elles restent chez elles, d'un certain nombre de services d'accompagnement, etc. Toujours est-il qu'on a essayé effectivement de développer ce service-là, avec l'idée que ça permettait, quand c'était possible, et encore une fois, tout ça est fait avec les équipes hospitalières, ça permettait aux gens de rentrer chez eux, éventuellement d'être rééduqués à domicile. Et encore une fois, toujours dans le souci du respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et on regarde, par exemple, si vous voulez, dans les données du PMSI-SSR, qui a quand même un pourcentage de gens autonomes assez important. C'est d'ailleurs, en fait, pour être honnête, c'est aussi, on a testé aussi dans les établissements UGCAM qui sont donc les établissements historiquement de l'assurance maladie. Il y a beaucoup de SSR et on a un peu quelque part la même vision, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui pourraient être à l'extérieur de l'établissement. Donc là, vous avez la montée en charge. Vous voyez, c'est un programme qui a démarré très doucement, et on est en cours de généralisation aujourd'hui. Pour l'instant, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ça, vous voyez, 17% des patients ont d'autres services qui sont coordonnés avec le fait, effectivement, les rendez-vous avec le kiné, etc., avec le médecin traitant. Et le troisième, dont je ne parlerai pas, mais c'est un programme d'une autre nature, mais quelque part, quand on dit tous dehors, ça veut dire aussi essayer d'éviter les réhospitalisations. Donc on sait qu'on a un certain nombre de domaines dans lesquels les réhospitalisations sont fréquentes et pourraient être évitées par un meilleur suivi en ville. Et avec la Société française de cardiologie, on développe aujourd'hui une expérimentation pour organiser un suivi assez protocolisé d'une personne qui a insuffisance cardiaque, qui a eu une décompensation, dans les semaines qui suivent, avec des passages d'infirmiers réguliers, y compris pour que les gens soient conscients, par exemple, des signes d'alerte. Et c'est fait complètement avec le médecin traitant et le cardiologue traitant, avec lesquels il y a des rendez-vous aussi pris de manière rapide. Donc c'est quelque part la mise en œuvre d'un protocole qui a été conçu par les cardiologues pour essayer d'améliorer les choses. Mais bon, je ne vais pas le commenter, mais je suis à votre disposition si vous voulez en parler. Ça, on est plutôt dans l'expérimentation. On va faire une évaluation très sérieuse de savoir si ça permet d'éviter des réhospitalisations et d'éviter aussi des décès, parce que toutes les études internationales ont montré que ce type de programme avait un impact très fort sur réhospitalisation et décès. Le deuxième point, c'est d'aligner les intérêts des établissements sur l'objectif général. Donc, c'est quelles incitations, désincitations. La partie tarif, elle est plutôt positive. Nous, on a la partie plutôt moins positive, qui est la mise sous accord préalable des établissements. Mais il faut bien quand même voir que aujourd'hui... Ah zut, je me suis trompée de... Oui, bah si, sur la MSAP chirurgie ambulatoire. Aujourd'hui, vous le verrez pour la chirurgie ambulatoire comme pour l'adressage en SSR, les pratiques des établissements sont très hétérogènes. Et quand il y a vraiment peu de développement de la chirurgie ambulatoire, ou quand on en adresse énormément en SSR, on peut quand même se poser la question de savoir si, je veux dire, il n'y a pas un signal plus fort à donner à l'établissement qui a, par exemple, à se réorganiser pour essayer de se mettre au niveau de développement que peuvent atteindre d'autres établissements. Et donc la MSAP chirurgie ambulatoire, elle n'est pas, comment dire, ça n'est pas un outil qui fait tout, ni qui est destiné à promouvoir la chirurgie ambulatoire sur l'ensemble des établissements, puisqu'elle s'adresse plutôt aux établissements qui sont un peu en retard de développement. Mais pour ces établissements, vous le voyez sur ce premier exemple, pour les premiers gestes qui ont été inclus dans ces programmes,
Les établissements qui ont été mis sous accord préalable ont effectivement rattrapé et souvent même dépassé les taux de chirurgie ambulatoire des établissements environnants. Et ce n'est pas tellement qu'on refuse des prises en charge. En réalité, les taux de refus sont extrêmement faibles toujours. C'est d'une certaine manière un signal qui dit qu'il y a vraiment besoin là, de se réorganiser pour faire. Et ça déclenche quand même manifestement une évolution de la prise en charge dans les établissements concernés. On a ce même exemple plus récent sur la campagne 2011. On l'a fait on ne le consolide pas tout parce que c'est vrai qu'il y a quand même toute une partie qui est faite régionalement, les gestes, les établissements. Nous, on envoie beaucoup de données pour que les caisses et les ARS puissent voir sur quels établissements et quels gestes il serait intéressant de le faire. Ensuite, c'est donc à la main des autorités régionales et locales. Et on fait quelques évaluations, mais là, on en a fait de manière plus ponctuelle que les précédentes. Vous voyez que de la même façon sur les hernies... ah oui, j'ai oublié de dire sur quoi c'était. C'était sur les hernies, excusez-moi. On voit que le taux d'ambulatoire des établissements mis sous accord préalable entre 2000, donc avec la campagne 2011 est passé de 24% en 2010 à 56% en 2012. Ils ont donc dépassé, c'était 15 établissements, c'est pas énorme au plan national, dépassé le taux moyen de chirurgie ambulatoire. Alors, le SSR, c'est un peu pareil, si vous voulez. Je vous montre là une distribution qui montre à quel point quand même, alors c'est tout à fait standardisé sur... c'est pour la prothèse de hanche et de genou, mais bien sûr, on standardise sur la structure d'activité parce que les taux d'adressage en SSR ne sont pas les mêmes du tout. On standardise sur l'âge, qui est évidemment, dont on peut penser que c'est aussi un facteur de possibilité ou pas de faire des rééducations en ambulatoire. Et on voit que même en standardisant sur tout ça, on a des taux d'adressage en SSR qui sont extrêmement variables. C'est ce qu'on voit de manière générale souvent dans les systèmes de soins, c'est que les pratiques sont variables. Mais ça veut dire qu'effectivement, d'une certaine manière, la MSAP-SSR, elle répond aussi à ça. Alors, comme vous le savez, il y a eu deux périodes. La première, 2011-2013, la mise sous accord préalable était faite sur l'établissement SSR lui-même. C'est peut-être effectivement pas forcément le plus cohérent. Néanmoins, donc pour six actes, néanmoins, on a constaté quand même une diminution des taux de recours au SSR, donc qui nous paraît conforme, si vous voulez, aux recommandations. C'est ce qui est fait sur la base comme des recommandations HAS. On a estimé le nombre de séjours évités à 7 à 8 000 séjours. On a vu déjà un premier démarrage à la fin de l'année 2011, et entre 2011 et 2012, on a eu une diminution des taux de recours. Et vous voyez, 98% des demandes ont reçu un avis favorable. Il y a un peu plus de refus sur la coiffe des rotateurs et les ligaments croisés que sur les prothèses de genoux ou de hanche. Il n'y a pratiquement pas de refus de prise en charge. Mais bon, c'est un signal. Alors, c'est un signal plutôt désincitatif. Globalement, 2013, je vais vite parce que c'est à peu près le même paysage. Simplement, les durées de mise sous accord préalable sont réduites. Donc, finalement, on a 5000 demandes. Il y en a eu 12 000. On a les mêmes taux de refus, c'est-à-dire très très faibles. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer d'agir sur les comportements. L'idée n'est pas de refuser des prises en charge, encore une fois. On passe en 2014 à un autre système dans lequel ce sont les établissements de MCO qui seront mis sous accord préalable et non pas les SSR. Donc sur la base effectivement d'une proportion de prescription de prestations d'hospitalisation qui aurait pu donner lieu à des prises en charge sans hospitalisation. Voilà pour la partie plutôt incitation et la partie en tout cas qui est celle que met en œuvre l'assurance maladie, sachant que ça va de pair avec aussi les incitations tarifaires, c'est-à-dire c'est l'ensemble qui a effectivement permis à la fois le développement de la chirurgie ambulatoire et puis peut-être là à voir sur le SSR en termes d'impact futur. L'idée, c'est pas forcément encore une fois, c'est pas contre le SSR. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans les niveaux de plateau technique différents sans perdre de la qualité. Et donc, je pense qu'il faut qu'on recherche à être le plus coût-efficace de ce point de vue-là. Le dernier point, et c'est ma dernière diapo, c'est un peu plus prospectif, c'est que de toute façon, quel que soit le séjour, quelle que soit sa durée, nous on pense que, et d'ailleurs on en a vu des exemples avec l'utilisation de l'informatique tout à l'heure, on peut tous gagner en productivité dans la façon dont on organise les soins. On peut optimiser les coûts de production encore, y compris par rapport au niveau des tarifs actuels à notre avis. On pourrait prendre par exemple dans les tarifs, si on avait des études de coûts un peu plus peuplées avec la possibilité de voir des différences entre les établissements et de voir finalement quel serait un niveau de coût qui pourrait être considéré comme un niveau très performant.
on aurait la possibilité de prendre comme référence des établissements les plus performants en termes d'organisation et de se dire qu'il faut aller vers ces organisations. Et parmi ces questions d'évolution d'organisation, nous, on a quelque chose qu'on a proposé d'année en année, qui est pas forcément dont l'état d'esprit dans notre système, c'est plutôt de dire aujourd'hui, pour des chirurgies très courantes, très standardisées, dont le niveau de risque est très faible, est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, alléger un peu ce qui fait le coût des établissements aujourd'hui, c'est-à-dire des questions de normes, de taux de personnel, etc. Parce qu'on voit quand même que dans certains pays, ce n'est pas forcément une organisation en tant que telle qu'il faut importer, mais c'est cet état d'esprit peut-être qu'il faut essayer d'avoir chez nous, mais ça c'est plutôt une question de réglementation. On voit que dans d'autres pays, on arrive à les faire dans des organisations qui sont disons, intermédiaires entre des établissements hospitaliers stricto sensu et des cabinets, c'est-à-dire qui ne sont quand même pas des cabinets de ville, mais qui sont des établissements plus légers. D'une certaine manière, ceci dit, on a déjà en France, avec les cliniques, des établissements que, par exemple, les Allemands n'ont pas vraiment et qui représentent déjà un peu quelque part cette forme de spécialisation et d'efficience sur certains créneaux. Peut-être qu'on peut aller encore un coup plus loin en se disant qu'on pourrait alléger un certain nombre de contraintes sur ce type de chirurgie. En tout cas, nous, on le préconise. Mais là, pour le coup, c'est plutôt prospectif. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de faire vite et j'ai un peu cavalé. Mais... merci, non, c'était parfait. Du coup, on va avoir le temps de laisser peut-être la salle réagir. Cette fois, elle va sûrement réagir. Il y a des choses quand même importantes qui se sont dites. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Non, alors, vous m'en montrez une du doigt, mais je ne la vois pas. Ah oui, là-bas, pardon, oui. Excusez-moi. Oui, Pascal Delubac, directeur de clinique dans les Pyrénées-Orientales. Non, juste, depuis 2 jours, j'ai une grande difficulté, c'est que ATIH, DGOS, Assurance Maladie, il y a toujours des préconisations qui ne se recoupent pas et puis on finit par ne plus savoir où l'on va et qui décide. Ça, c'est juste un constat. La crainte sur l'ambulatoire, elle est très simple. Nous avons de l'avance sur l'hospitalisation publique. Je me demande d'ailleurs quel est votre poids sur le secteur public en matière de MSAP. J'aurais aimé avoir dans votre présentation la proportion public-privé établissement sous MSAP. Et juste une observation, c'est que nous sommes en avance par rapport au secteur public sur l'ambulatoire. Et ce que l'on voit dans le corps État, c'est que pour nous récompenser, on va baisser nos tarifs, donc il n'y aura pas d'incitation financière. Et la baisse de nos tarifs va servir à inciter les hôpitaux publics à faire de l'ambulatoire. Donc je n'ai pas vu dans la présentation de réelle incitation tarifaire, comme je n'ai pas vu sur la partie obstétrique 2 jours de plus d'hospitalisation comparé aux bénéfices de Prado. Ça se traduit comment en euros? Voilà, j'avais juste ces points. Alors, sur les tarifs... Allez-y. Sur les tarifs, non, j'ai volontairement, vous l'avez vu, je pensais que ce n'était pas forcément mon rôle de parler de la politique tarifaire du ministère. Maintenant, c'est tout à fait possible. Sur les tarifs, si vous voulez, il y a eu quand même... Ce qui est compliqué, je pense, dans les tarifs de mais on ne peut pas nier que l'incitation, elle a été plutôt, au début, quand on a pris les couples de GHM, elle a été plutôt positive dans la mesure où elle a plutôt amené le tarif de l'ambulatoire, enfin, elle a aligné le tarif de l'ambulatoire sur le tarif du niveau de gravité 1. Alors parfois, c'est vrai que les rapports entre ces tarifs et les coûts, c'était variable selon les années. Il y a eu quand même des années, où, enfin, au fur et à mesure des années, certains tarifs d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, public-privé, je n'ai pas forcément tout en tête, hein, mais certains tarifs de l'ambulatoire ont été revalorisés parce qu'effectivement, ils étaient même alignés sur le niveau 1, inférieurs à leur coût. Donc il y a eu quand même plutôt une politique qui a été dans ce sens-là. On ne peut pas le nier, même si vous pouvez trouver qu'elle n'avait pas été suffisante en termes, mais elle était plutôt sur le thème « je laisse des marges » par rapport au niveau 1 pour que les établissements puissent faire les investissements nécessaires pour se réorganiser. Et d'une certaine manière, c'est bien de le faire au début. Nous, à l'assurance maladie, bon, on peut dire après, c'est pas harmonisé, mais pour le coup, sur la chirurgie ambulatoire, je pense que chacun joue une partie par rapport à ses missions. Et il n'y a pas de différence comment dire, il n'y a pas de différence d'objectif entre le ministère et l'assurance maladie sur des questions comme ça. Après, c'est vrai que nous, on a souvent défendu cette idée, par exemple, de centre indépendant. Je pense que le ministère n'est pas très
moins pour. Bon, voilà, mais chacun peut aussi proposer des choses. Là, pour le coup, on n'est pas décisionnaire. Ce sont typiquement des actions de régulation, entre guillemets, qui appartiennent à l'État, qu'il appartient à l'État de faire. Sur la tarification, je pense qu'au bout d'un moment, quand on arrive à faire le plein de la chirurgie ambulatoire, il n'est pas non plus anormal, si vous voulez. C'est un peu le sens de la tarification 2014, qu'on dise, bon, bah, les marges qu'on a consenties, on les réduit. En tout cas, nous, pour le coup, on est plutôt assez alignés avec cette position-là. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on a le temps d'investissement, puis après, je veux dire, il faut bien qu'on engrange aussi les bénéfices, y compris la collectivité doit les engranger. Donc c'est fait pour ça, quand même. Sur le deuxième, Prado, maternité, vous aurez ça bientôt, puisqu'on est en train de le... vous ne vous inquiétez pas, nous calculons tous nos coûts, justement. Nous avons, vous savez, nous aussi, nous faisons beaucoup de gains de productivité nous-mêmes, on rend beaucoup d'emplois, nos coûts baissent en permanence, donc on n'est pas en apesanteur par rapport à ces contraintes-là. Et en l'occurrence, pour Prado, on a tout à fait le coût de revient de Prado versus ce qu'on peut gagner en jour. Mais ça, vous le trouverez bientôt, parce qu'on va le mettre dans le rapport de proposition qu'on est en train de préparer. Donc c'est quelque chose qu'on est en train justement d'étudier, et avec tout à fait cette idée, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup, cet investissement qu'on fait, est-ce que l'effet de levier sur la réduction des hospitalisations nous amène à un gain total, et de combien, etc. Oui, on a tout à fait ce type de raisonnement. Et je vous rassure, oui, c'est rentable. Alors, est-ce qu'il y a une autre réaction, une autre question ? Oui, il y en a une là et une au fond. Donc ici. Oui, bonjour, Renan Dubois, directeur du groupe Confluent à Nantes. J'ai une question relative aux missions d'accompagnement et de coordination du parcours de soins. Donc le programme Prado que vous avez développé en interne correspond assez à ce que développent actuellement aussi les mutuelles, assurances complémentaires, qui vont mettre en place des infirmières qui vont faire du case management dans nos établissements. Et donc il se passe quelque chose d'assez paradoxal, c'est que c'est l'assureur-payeur qui est en train d'essayer d'organiser le parcours de soins, pour en maîtriser évidemment les tenants aboutissants et maîtriser ses dépenses, alors que l'établissement de santé qui dispose des compétences médicales, qui a le dossier patient, qui peut, je pense, bien organiser la trajectoire du patient, va se retrouver exclu finalement du contrôle de cette trajectoire et de son financement, en tout cas de sa rémunération. Donc est-ce que l'assurance maladie peut envisager de compléter les tarifs qui nous rémunèrent tant pour l'établissement éventuellement que pour le personnel de santé, avec une rémunération sur le parcours de soins et sa coordination ? Moi, je pense qu'on est les mieux placés pour réaliser cette coordination du parcours de soins. Simplement, aujourd'hui, quand on le fait, on déploie des moyens tout seul en interne par redéploiement, et on n'est pas financé sur ces missions-là qui vont prendre une place importante. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui pensent qu'ils sont les mieux placés pour coordonner les parcours de soins, et vous n'êtes pas tout à fait le seul non plus. Par exemple, nous avons en permanence en face de nous des responsables syndicaux d'organisations médicales qui nous disent « vous n'avez pas à faire ça, ceux qui ont à faire ça, c'est nous ». Donc le médecin traitant, surtout dans sa configuration nouvelle qui va se déployer d'équipes de soins de proximité pluridisciplinaires avec des secrétariats, etc. C'est nous qui allons faire ça. Donc oui, ils le disent avec autant de conviction que c'est leur rôle. Nous, si vous voulez, je dirais que premièrement, nous, on est assez pragmatiques. Aujourd'hui, dans le système, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens veulent faire, mais qui tout simplement ne se font pas. Je veux dire, dans la pratique, je suis rentrée au moment où Michel Gagneux disait « j'étais malade, j'ai passé 2 ans à coordonner mes soins ». Mais tous les gens qui sont malades ont la même expérience. Donc moi, je veux bien qu'on dise « c'est à nous de le faire ». Je ne pense pas qu'on prenne la place de qui que ce soit, au sens où, je veux dire, le jour où effectivement il y a des organisations, peut-être que le jour où il y aura des maisons de santé, si on pense que c'est la version des maisons de santé pluridisciplinaires sont à mesure de faire ça, c'est-à-dire de coordonner le parcours parce que c'est le médecin traitant, c'est lui qui est le plus proche du patient. Je ne sais pas si c'est l'établissement. C'est-à-dire, je pense que vous avez cette... disons qu'on peut avoir différentes options, mais ce n'est pas forcément la légitimité de l'établissement. Quand vous dites « c'est nous qui avons les dossiers médicaux », bien sûr, mais vous savez, le conseiller de l'assurance maladie, ce n'est pas quelqu'un qui va dans le dossier médical du tout. Je veux dire, c'est quelqu'un, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est un personnel qui ne travaille qu'avec l'accord des équipes médicales pour faire sortir des patients pour lesquels l'équipe médicale est d'accord, et bien entendu que la décision, elle est d'abord médicale. Et ensuite, dans ce qu'il organise, par exemple, si on prend l'insuffisance cardiaque, il organise un protocole de soins qui a été conçu par des cardiologues, qui consiste à dire
ils voient le médecin traitant dans la semaine, le cardiologue dans le mois, il y a une infirmière qui passe d'abord chaque semaine, ensuite le médecin traitant va vérifier si elle a besoin de passer encore ou pas. Mais tout ça, ce sont que des décisions médicales. Je veux dire, nous, on est là juste... ce qu'on fait, c'est qu'on profite du fait, si vous voulez, qu'on a quand même énormément de contacts avec nos assurés pour plein d'autres choses d'ailleurs, parce qu'en même temps, on inscrit les bébés, en même temps, je veux dire, on peut aussi optimiser le temps de ces personnels-là. Ce ne sont pas des personnels qui ont des compétences médicales, et surtout pas, et on n'a pas du tout l'intention de s'immiscer dans les parcours de soins. Je veux dire, donc après, qui doit le faire? Mais moi, je pense que plein de gens peuvent le faire. Il faut juste le faire. C'est-à-dire que la question, c'est qu'aujourd'hui, pour la maternité, c'est pas fait. C'est-à-dire la Haute Autorité de Santé le recommande. On l'organise. Où est le problème? Je veux dire, vous voyez, après, si vous avez des structures à la limite de soins de ville qui sont capables de faire ça, l'assurance maladie le fera plus. Je veux dire, on n'a pas vocation à s'installer dans des organisations qui sont pas forcément, je veux dire, qui peuvent être encore une fois. Et peut-être que les établissements peuvent le faire aussi. Et d'ailleurs, vous avez d'autant plus raison que pour la maternité, ça a été fait à partir des établissements. Mais par exemple, je pense que c'est plus compliqué quand il y a des enjeux pour l'établissement, y compris des enjeux économiques. Je suis désolée de le dire, mais vous êtes un acteur aussi économique parmi d'autres. Les établissements n'ont pas forcément intérêt à sortir les patients toujours. C'est-à-dire, s'ils ont des filières d'aval, ils ont aussi intérêt peut-être à utiliser leur filière d'aval. Je ne pense pas dire des choses épouvantables en disant ça. D'ailleurs, vous savez, sur les SSR, on voit que des établissements qui ont un SSR, on adresse plus, toutes choses égales par ailleurs, en SSR que les autres. Donc, parfois, il faut aussi se dire que peut-être il faut que le pilote du parcours de soins, c'est quel est son intérêt à lui, et il faut aussi, il faut y en tenir compte aussi, je pense. Parce que... Oui, merci, pardon. C'est parce qu'il y a une dernière question qu'on ne prend que si elle est très courte, et elle appellera une réponse courte pour qu'on puisse laisser quand même une dizaine de minutes à chacun de nos deux autres intervenants pour terminer cette table ronde. Moi, je suis interpellée. Donc, bonjour Isabelle Bellinado, présidente FHP Limousin. Je suis là. Elle est dans le noir, mais elle est là. Je suis interpellée par le discours sur les centres autonomes, surtout lorsqu'on pense à la cataracte, on pense également à la coloscopie, par exemple, qui aujourd'hui est une PEP prioritaire lorsqu'on passe nos certifications, donc avec de grosses lourdeurs de prise en charge. On demande à nos établissements de développer ces activités, et demain, ce sont les médecins libéraux qui vont la reprendre. Nous fermerons donc nos services ambulatoires aussi sur ce type d'activité. Ça veut dire qu'économiquement, jusqu'où allons-nous et jusqu'où mettons-nous les établissements publics ou privés d'ailleurs en difficulté? Il y a, je dirais, à certains moments, de grands paradoxes sur les discours en la matière. Et une salle de bloc, par exemple, qui peut être optimisée pour bien d'autres choses que l'ambulatoire, plus elle tourne, plus vous l'optimisez, pas qu'en faisant que de l'ambulatoire. Voilà. Donc on est très surpris parfois des discours, et qui, au sein même parfois de la NAP ou de la DGOS, quand on nous parle de blocs spécifiques en but, et quand une autre branche nous parle de l'optimisation de l'utilisation des blocs et qui doivent tourner 12 heures par jour, je suis désolée, mais on se marche sur la tête. Oui. Non, mais allez-y. Et puis, non, mais vous avez sans doute raison, et vous êtes plus compétente que moi sur cette question de savoir si les blocs doivent être spécifiques ou pas. Nous, ce qu'on disait simplement, si vous voulez, et je crois, on se fait peut-être mal comprendre, donc c'est pour ça que là, je tiens à vous répondre. L'idée n'est pas de dire on va faire concurrencer les établissements qui font aujourd'hui ces actes par des médecins libéraux qui les feraient dans leur cabinet. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait jamais proposé cette solution. L'idée, c'est de dire quel est le bon niveau, mais ça s'adresse aux régulateurs globalement, quel est le bon niveau de normes que vous-même devez avoir. Est-ce qu'on a intérêt, et peut-être que vous allez démontrer que non, on n'a pas tant intérêt que ça économiquement, même si d'autres pays le font, mais peut-être qu'ils le font dans des contextes où ils n'ont pas non plus les types de structures qu'on a nous, qui sont quand même des structures, on en a tout à fait conscience à l'assurance maladie, souvent très efficientes, qui sont les vôtres. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais on se pose quand même la question de savoir si aujourd'hui on n'a pas des normes trop lourdes pour certaines activités, mais qui pourraient peut-être être utilisés par les établissements comme une capacité aussi à gérer leurs propres coûts. Vous voyez, c'est pas qu'on cherche à faire en dehors du monde des cliniques quelque chose qui serait complètement à part et pas du tout des médecins libéraux dans leur cabinet. Donc je pense que là où on s'est peut-être mal fait comprendre, c'est que pour nous quand même la question de la spécialisation, la question peut-être de chirurgie très fréquente et qui ne requiert peut-être pas le même niveau de contrainte, mais peut-être que si vous dites oui, mais de toute façon, si on fait tourner tout le bloc n'importe comment, ils sont dans un ensemble et c'est aussi intéressant de faire comme ça, ma foi, si on le démontre, très bien. Je pense qu'on a aussi, sur ces questions-là, besoin d'objectiver les uns et les autres les projets. Mais en tout cas, l'idée n'était pas celle-là. Ça,
Merci pour cette précision. A priori, ça reste ouvert, donc je pense qu'il y aura d'autres temps et d'autres occasions d'échanger sur ces thématiques. Alors, je me tourne vers Olivier Delabarre. Donc, désolé, nous avons grignoté progressivement sur vos temps de parole respectifs, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un dessin sans papier ni stylo et en 10 petites minutes, nous permettant de nous représenter l'établissement de demain dans le contexte de l'externalisation? Bien, bonjour. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire un dessin comme ça en direct, mais en tout cas, je vais essayer de représenter en quelques images, effectivement, des tendances que l'on ressent actuellement d'évolution dans le cadre des projets que nous étudions. Donc, un bon projet, bon, d'abord, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un projet médical, parce qu'il n'y a pas de projet architectural sans projet médical préalable, prospectif, si possible, si on veut aller vers des innovations. C'est ce qui permettra ensuite de développer non seulement une stratégie architecturale, mais une stratégie fonctionnelle et que l'on mettra au point. C'est très important à souligner, je pense surtout quand on travaille dans le secteur privé en prise contact avec les équipes. Donc, ce sont des stratégies que l'on mettra en place avec les équipes, avec les directions d'établissement et puis les équipes. C'est ensuite tout un travail de suivi de réalisation, et ce travail de dialogue avec les directions des établissements, les praticiens, etc., se poursuit également pendant la réalisation, notamment pendant la réalisation de l'ouvrage témoin qui précède la réalisation finale de l'établissement. Et puis enfin, c'est un accompagnement pendant les opérations de réception, d'équipement et de mise en route de l'établissement. Alors, c'est bien sûr un travail sur l'adéquation entre les moyens et les objectifs. C'est tout d'abord l'établissement d'un programme capacitaire, l'autorisation à développer tel ou tel programme validé par l'ARS. C'est ensuite trouver la place pour développer ce projet. Bon, un projet de clinique, aujourd'hui, ça tourne aux environs de 90 à 90 mètres carrés SDO par lit. C'est un terrain qui généralement, bon, ça c'est une statistique issue de nos projets, tourne aux alentours d'1,5 fois à 2 fois la surface SDO. Donc ça peut être des emprises assez importantes. C'est bien sûr des moyens financiers correspondant au budget. Et puis c'est la mise en place, donc, comme je le disais, d'une équipe de suivi de l'opération au sein même de l'établissement et des équipes de médecins, de praticiens. Alors, les tendances que l'on constate, c'est évidemment une recherche d'optimisation, d'économie. Les financements sont durs aujourd'hui à obtenir, et ces économies, forcément, ça passe par moins de surface, plus d'efficience dans l'organisation des services. C'est une organisation des secteurs diagnostiques et interventionnels dissociés. C'est bien sûr en accompagnement de l'augmentation des surfaces de plateaux techniques et des surfaces dédiées à l'ambulatoire, une diminution des surfaces d'hébergement, ça va ensemble. Et puis donc concernant l'ambulatoire, une réflexion sur l'organisation des flux. Et c'est vrai que ces dernières années, à travers différents projets, on a vu vraiment les choses bouger à ce niveau-là. Alors, on parlait d'activités de diagnostic. Déjà, on sent qu'il peut y avoir différentes approches à ce niveau-là. En fait, plusieurs choix sont possibles, soit d'intégrer les consultations médicales à l'établissement, comme ça a été le cas, par exemple, sur l'exemple qui est à l'écran à Bayonne. Mais c'est vrai que c'est souvent une difficulté parce qu'au moment où le projet de l'établissement démarre, on ne connaît pas forcément les besoins des médecins et eux-mêmes s'interrogent encore à ce moment-là, ne sont pas forcément totalement déterminés. Et quand il faut mettre en place des surfaces, etc., réserver des surfaces dédiées à cela, c'est pas évident à ce moment-là d'anticiper sur des besoins qui se préciseront par la suite. Alors, évidemment, la tendance que l'on voit se développer de plus en plus, c'est la réalisation de maisons médicales qui s'implantent à côté des établissements. Ça a été le cas à Fézin, ça a été le cas également à Orléans. Là, ce sont des exemples d'opérations privées que je vous montre. C'est également le cas à Annemasse. Et là, c'est vrai que, d'une part, ça permet de gérer de manière temporelle les deux programmes de manière un petit peu différente, un petit peu décalée. Et puis, c'est également la possibilité pour les médecins de développer une démarche patrimoniale, parce que souvent, dans ce cadre-là, ils s'investissent dans la mise en place de SCI dont ils sont les actionnaires et les utilisateurs.
Alors, évidemment, le sujet central, c'est le développement de l'ambulatoire et l'organisation de cette activité, donc, qui évolue de plus en plus. Et c'est vrai qu'on constate en fait trois approches. Donc, une première approche, bon, qui était le cas jusqu'à encore peu de temps, en fait, de services ambulatoires situés à proximité du bloc. Donc là, en illustration, je vous montre la clinique de Fézin. Uniquement sur le niveau du plateau technique. Alors, j'ai un petit pointeur, j'espère que ça va marcher. Voilà, donc schématiquement, le niveau 1 de l'établissement. En rouge, bon, mon laser ne marche pas. En rouge, le point est vert, donc pas très visible, ça marche. Le mais bloc opératoire, pas sûr. le bloc obstétrical, parce qu'il y a une maternité dans cet établissement. À côté, en vert, le bâtiment de consultation médicale. Et puis, donc, en vert clair ici, ce qu'on appelait donc l'hôpital de jour, l'ambulatoire, qui est donc ici, vous le voyez, organisé en fait comme un service d'hébergement à l'écart, à proximité, mais dans une position relativement détachée du plateau technique. Et on bénéficiait, je ne sais pas si j'ai un autre moyen, on bénéficiait donc d'une passerelle pour accéder au plateau technique, accéder à un secteur principalement dédié à cette activité ambulatoire pour les soins externes, l'activité d'endoscopie, etc. Ce qui n'empêche pas également aux patients reçus dans cette activité de rejoindre le circuit traditionnel du bloc. Mais voilà une position donc à proximité, mais relativement détachée. Et puis, donc, on a vu apparaître la génération des établissements où l'ambulatoire s'est rapproché du plateau technique, dont il est totalement contigu. Donc, c'est l'exemple que nous développons, enfin, qui est en chantier actuellement à Bayonne, sur lequel reviendra Nicolas Bobet tout à l'heure, juste après moi, et où l'on voit apparaître, donc, à côté du bloc chirurgical traditionnel, donc là, qui est au centre de l'image, le bloc ambulatoire, mais qui en fait fait partie du même espace, et donc à proximité également, en bleu clair, de ce qu'on appelait donc l'hôpital de jour, donc de la partie en fait d'hébergement dédiée à cette activité. Mon image ne passe plus. J'échappe. Voilà. Donc sans pointeur, ça va être un petit peu difficile, mais en fait, ce bloc a été conçu de sorte à pouvoir gérer en fait différents types de flux. Donc il y a les flux des patients donc, qui sont déjà hospitalisés et donc qui arrivent au bloc par la zone filtre, les SAS transferts de manière tout à fait traditionnelle et qui ensuite, après l'intervention, repassent par la salle de réveil qui est au centre avant de repartir dans les hébergements. On a mis en place également un circuit, et là c'était pour nous assez nouveau, mais ça a été la demande de l'établissement, dédié à des patients qui arrivent directement au bloc opératoire sans passer par l'unité d'hébergement. Toutes les formalités y ont été réalisées préalablement. Et donc ces patients ensuite rattrapent le flux classique par la salle de réveil et par un retour vers la zone d'hébergement. Et puis sur la droite, donc l'aménagement de l'ambulatoire qui permet de gérer des flux courts, des flux longs. Donc pour les patients qui empruntent un flux court, donc ils arrivent donc dans la zone filtre, dans une zone de déshabilloir, de préparation, vont subir leur opération, ensuite reviennent dans une salle de réveil, donc qui est la salle de réveil boxée, qui est au centre du plan, un petit peu sur la droite, où il y a un petit peu de surveillance avant une mise à la rue qui suit juste derrière, et puis un circuit plus long, plus traditionnel, où après l'intervention, les patients remontent dans la petite unité d'hébergement ambulatoire où l'on retrouve donc un certain nombre de box ou de salons de 4 ou 6 places. Et puis, donc, on voit apparaître maintenant des établissements pour lesquels on met en place donc, cette activité ambulatoire directement au sein même du plateau technique. Et là, donc, c'est un exemple que nous étudions actuellement, où pour favoriser ce flux, en fait, on a organisé tout le plateau technique au rez-de-chaussée. Dans le prolongement sont les petites flèches jaunes
direct du hall principal de la clinique. Et là, tous les patients, qu'ils viennent en ambulatoire ou qu'ils viennent pour des séjours plus longs avec hospitalisation, en fait, arrivent directement à la porte d'entrée du bloc et donc sont accueillis dans une zone donc que l'on voit ici en zoom, et donc qui permet à la fois d'accueillir le patient, de lui permettre de se déshabiller, de se mettre en tenue, d'être pris en charge et d'être accompagné en brancard ou debout si possible, plus debout si c'est possible, vers l'activité opératoire qui est juste à droite de cette zone. Et au retour, les dispositions permettent là aussi de gérer différents flux, soit de patients donc, qui, après un petit temps de repos dans un salon, repartent directement, mais il y a également la possibilité à certains patients d'être admis dans des box pour un temps de repos ou de surveillance un petit peu plus long. Et puis, il y a les patients qui, eux, sont hospitalisés et donc sont accompagnés jusque dans leur chambre. Donc là, on sent effectivement beaucoup des évolutions sur l'organisation des flux, sur la position même de l'ambulatoire. C'est vrai qu'au tout début de l'ambulatoire, c'était quelque chose qu'on essayait d'organiser à l'extérieur du bloc le plus possible, parce qu'on estimait que ce n'étaient pas les mêmes circuits, ce n'étaient pas les mêmes protocoles d'hygiène, etc. Alors qu'aujourd'hui, on sent que cette activité d'ambulatoire, elle devient de plus en plus imbriquée dans le plateau technique. Et puis, il y a autour de ça tout un travail aussi sur le traitement des espaces, sur la décoration, sur les ambiances, parce qu'on s'aperçoit que, alors c'est évidemment déjà une question d'image de marque pour l'établissement, mais on considère également, des médecins considèrent que c'est également un critère, enfin dans la prise en charge du patient, ça contribue à l'apaiser, à diminuer son stress, etc., ce qui n'est pas anodin pour l'opération qui suit. Et puis, dans le sens du retour, c'est l'organisation de ces locaux, c'est aussi ce qui va aider à remettre le patient sur pied et donc à faciliter sa récupération. Donc c'est à la fois un souci d'efficacité, c'est donc dans une préoccupation d'ordre économique, mais de plus en plus on intègre en fait cette organisation dans le processus de prise en charge et de récupération du patient. Alors évidemment, tout ça, ça dépend des pathologies, de l'âge du patient, etc. Il n'y a pas de règle miracle, mais on sent que ça devient de plus en plus prégnant dans les esprits. Alors là, ce sont des images de maquettes. Si vous pouvez vous diriger vers la sortie. La sortie. Alors bon, ça va être difficile parce que j'avais prévu une présentation un petit peu plus longue, mais il y a évidemment 2-3 minutes, oui, l'exemple des services en but autonomes dont on a parlé, donc je vais passer rapidement. C'est un modèle évidemment que l'on constate, que l'on a vu apparaître aux États-Unis depuis plusieurs années, mais que l'on commence aussi à étudier chez nous. Et donc là, avec des espaces qui sont très, très souples, justement pour permettre la gestion de ces différents flux. Là, on voit par exemple l'espace en bleu qui est à la fois la zone de préparation, la zone donc des patients, et puis la zone de réveil ou de repos ou de surveillance après l'opération. Et on voit que dans un même espace qui est contrôlé par un poste de soins central, eh bien, il y a des parties qui sont en box, des parties qui sont aménagées en fauteuil et d'autres parties qui sont aménagées sous forme de salle de réveil plus traditionnelle. Donc je passe rapidement parce que je voulais quand même vous montrer donc l'esprit qu'on essaye de développer dans ces espaces, donc en faisant un petit peu un parallèle sur le traitement de la classe affaires ou de la classe éco. C'est vrai que c'est le même voyage, mais c'est quand même plus confortable quand on est en classe affaires. Et donc aujourd'hui, on fait référence un petit peu au traitement de ces salons, notamment des compagnies aériennes, sur le traitement des ambiances lumineuses, de l'emploi de matériaux chaleureux, etc., des mobiliers. Là, on a l'impression d'être accueilli à l'entrée d'un grand hôtel ou d'une compagnie aérienne. En fait, c'est l'accueil d'un établissement de santé qui existe, qui a été réalisé en Angleterre avec des espaces tels que vous les voyez ici. Alors, bien sûr, on intervient souvent sur des projets moins ambitieux, etc. Mais on voit quand même dans des établissements de santé privés des espaces de salons qui sont aménagés et en contact avec ces services ambulatoires dont je vous parlais, et donc pour participer à la prise en charge et à l'accueil des patients, et donc avec l'aménagement de zones de repos qui sont traitées comme des salons d'aéroport.
Un travail très intéressant aussi qui a été initié par l'hôpital de Lille, le cluster santé en fait, et qui en réunissant en fait plus d'une centaine d'entreprises, eh bien, a entrepris une recherche sur la chambre de demain. Une chambre comme étant à la fois un lieu de repos mais également de soins, et donc avec un mobilier adapté permettant de s'adapter à toutes les fonctions et là aussi limitant les opérations de transfert. Donc on voit ici sur cette image ce mobilier qui est à la fois la table d'opération mais aussi le fauteuil ou le brancard sur lequel le patient va récupérer. Donc on voit des sociétés qui commencent à développer ce type de matériel polyvalent. Et puis un autre exemple de Prisman Good, effectivement, avec là aussi un mobilier qui s'adapte à différentes utilisations possibles, la restauration, le repos, dans des espaces, somme toute, assez spacieux, collectifs, etc., mais avec le souci de recréer un petit peu d'intimité pour les patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Désolée de vous avoir un peu pressé sur la fin. C'est le rôle ingrat de l'animateur. Donc on va passer à l'application, l'illustration concrète de ce que vous venez de nous présenter. Nicolas Bobet, racontez-nous une histoire en 10 minutes, l'histoire de la restructuration du pôle Bayonne-Biarritz. Alors, bonjour à tous. Précisément, c'est la restructuration du pôle de Bayonne. Si vous pouvez mettre la présentation, s'il vous plaît. Pardon. J'échappe. Elle est juste derrière. Ok, cool. Ouais, c'est bon. Super. Merci Thierry. Thierry m'a demandé d'intervenir aujourd'hui parce que à Bayonne, en fait, on sera passé entre 2009 et 2015 de 5 établissements MCO avec 477 lits et places à un seul établissement qui va ouvrir donc en septembre l'année prochaine, qui ne fera plus que 254 lits et places, avec 3 salles de bloc supplémentaires. Donc vous voyez sur le graphique juste à droite l'évolution. Et en fait, c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter. Comment est-ce qu'on passe de 477 lits à 254 lits? L'histoire à Bayonne, c'est 5 cliniques qui sont rachetées par Capio en 2007-2008, avec un ensemble qui est très hétérogène d'un point de vue immobilier, mais aussi d'un point de vue fonctionnement, et globalement très vétuste. Très vite, en fait, apparaît la nécessité de construire une nouvelle clinique, parce que nos établissements ne sont pas en capacité de porter de nouveaux projets. Et comme beaucoup d'entre nous, on s'est dit, on a 477 lits, du coup, on fait une clinique de 477 lits. C'est simple. Bon an, mal an, les activités qui vont se restructurer, elles vont permettre d'absorber de nouvelles activités. Et puis, à l'époque, on utilisait en 2009 que 253 lits, vous voyez sur le graphe. Du coup, ça nous permettra toujours d'avoir des activités complémentaires. On part avec AIA, qu'on avait choisi depuis le début comme architecte dans ce projet, et puis on arrive rapidement en fait, à 40 000 m². Et là, la réalité économique, elle nous a vite rattrapés, en fait, parce qu'avec un coût, alors nous, c'était un peu plus faible que ce qu'Olivier a montré, mais c'était impossible à tenir d'un point de vue économique, puisqu'on arrivait à tripler le loyer, qui est certes très bas à Bayonne, mais qui est quand même impossible à tenir. Et donc, on s'est dit, soit on arrête tout, et donc on fait un autre projet, c'est-à-dire qu'on prend une de nos cliniques, on la restructure, quitte à faire vraiment différemment. Ce qui était compliqué, parce que c'est des cliniques qui sont en plein centre-ville, qui sont exiguës, puis il y avait des travaux de restructuration qui étaient vraiment, pour partie d'entre eux, impossibles à faire. Soit on prend un autre modèle, et puis on prend notre problématique par un autre biais. Et là, le fait d'appartenir à un groupe comme Capio, qui est un groupe suédois, a été plutôt aidant. Et donc, les Suédois, ils sont sans doute un peu plus pragmatiques que nous. On a comme exemple l'article de la directrice là, de l'hôpital St. Göran à Stockholm, qui est géré par Capio, que vous avez vu dans la revue là, de la FHP ce mois-ci. Et c'est assez impressionnant, parce que sur 300 lits, St. Göran prend 300 000 patients par an. 80 000 urgences, et c'est vraiment pluridisciplinaire avec une moyenne de séjour de 3,5 jours. Et en regardant ce que font les Suédois en particulier, parce que bon voilà, on les connaît un petit peu maintenant, on s'est dit qu'on pouvait sans doute faire différemment. Et donc on a repris le paradigme d'un autre biais en disant il faut qu'on parte en fait de notre stratégie médicale
et du projet médical. Et au sein de Capio, on développe une stratégie très forte sur la récupération rapide après chirurgie, et puis avec une de ses conséquences qui est celle du développement de l'ambulatoire. Alors là, normalement, il y a une petite vidéo qui va durer 2 minutes, madame l'animatrice. Attendez, je vais la mettre, normalement, elle est là. Voilà. Donc cette vidéo, en fait, elle montre ce qui est pratiqué aujourd'hui au sein de Capio en France. Hein. En l'occurrence, c'est une intervention d'une colectomie qui s'est passée. Là, c'est l'exemple qui se passe à Lyon, à la clinique de la Sauvegarde, mais c'est des interventions qu'on fait aujourd'hui aussi dans le Pays Basque. Donc d'une intervention de chirurgie colique en ambu. Donc le patient, hein, après l'intervention. Vous avez été opéré ce matin d'une chirurgie colique. Il est maintenant 17h. Dans quel état vous vous sentez ? Je me sens dans un état suffisant pour rentrer chez moi. Pas de douleur notable. Donc il n'y a pas de consigne particulière. La première chose à savoir, c'est que vous puissiez vaquer à votre occupation habituelle. La principale chose que je vais vous demander, c'est de ne pas rester immobile toute la journée, de vous lever, de marcher, pour bien faire marcher non seulement votre tube digestif, mais aussi prévenir le risque de phlébite. Alors vous demandez santé. Moi je me sens très bien, surtout depuis. Donc sur la gauche, c'est le docteur Gignot qui est le chirurgien. Dans le cirage. Ouais. Mais là depuis 1 heure, non, ça va bien. Et puis j'ai marché dans le couloir, j'ai pris une collation. D'accord. Et la tension est à 13 et quelques. Hein. D'accord. Apparemment. Et moi, bon là je me sens bien. Une douleur qui s'attire. Ouais. J'imagine que vous savez pourquoi. Ouais, bien sûr. Et non, mais autrement, c'est tout à fait tolérable. Et puis je pense qu'avec les antalgiques, ça va. D'accord. Donc en fait, depuis que vous êtes remonté ce matin, ouais, tous les comprimés, la gestion de la douleur s'est fait en comprimé. Hein, c'est ça, ouais. Il n'y avait pas de perfusion en fait quand vous êtes revenu de salle de réveil. Non. Bon, évidemment, on n'a pas mis de drain non plus, ni de sonde, ni quoi que ce soit. Hein. Je m'en suis aperçu avec une joie indicible quand je me suis réveillé. Très bien. Voilà. Bon, vous allez pouvoir vous réalimenter. Demain, vous pouvez manger un petit peu plus en reprenant le régime que vous aviez avant l'intervention. Parce qu'il y a un régime qui est, qu'on appelle départ digestif, où il n'y a pas trop de fruits, pas trop de fluidité. À partir de demain midi, vous pouvez reprendre ça. Pensez à vous hydrater comme d'habitude. Et puis, vous gardez ces boissons-là, ou les autres. 2 à 3 par jour, si l'alimentation est moyenne. Là, vous avez des calories de façon tout à fait satisfaisante. Vous êtes rentrés, merci beaucoup, je vous en prie. Et puis, on s'appelle demain matin. D'accord, entendu, ça marche. Au revoir. Au revoir, docteur. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit et à demain. Merci. Donc c'était une petite vidéo juste pour vous montrer que, je vais revenir juste là, juste pour vous montrer qu'on peut aujourd'hui faire de la chirurgie lourde aussi en ambulatoire. Et partant de ce principe-là, en fait, bon là c'est l'exemple d'une colectomie. À Bayonne, on fait des prothèses de hanche en ambulatoire aujourd'hui. En Alsace, au sein de Capio, on fait des prothèses de genoux en ambulatoire. À partir de ce concept-là, on s'est dit il faut sortir de la logique de lit pour faire notre nouvelle clinique et se positionner davantage en durée de séjour. Et donc, on a pris nos bases de données 2009-2010. Je vais vous raconter rapidement ce qu'on a fait. On a enlevé tous les niveaux 3 et niveau 4, considérant que sur ces séjours-là, on pourrait pas avoir d'action particulière. Et chez nous, c'était 8% de séjours, mais 25% de journée. Donc quasiment 25% de nos lits, en fait.
Donc on a dit ok, on les garde tels quels et on les conserve, on ne change rien. Par contre, tous les autres séjours qui sont de niveau 1 et de niveau 2, on les passe, alors là, 2 cas, soit tous ceux qui avaient une borne basse à l'époque, donc 2009, c'était donc en 2011 ça, qui avaient une borne basse qui était à 2 jours, on les a tous basculés en ambulatoire, sauf exception. Et tous ceux qui étaient donc pas dans ce cas-là, qui avaient une borne basse supérieure à 2 jours, qui étaient toujours en niveau 1 et niveau 2, on a dit l'objectif à 2015, donc nouvelle clinique, c'est borne basse plus 20%. Et pour vous donner une idée, ça veut dire qu'on a monté notre business plan avec toutes les prothèses de hanche et les prothèses de genoux à 4 jours, 5 jours. Pardon, toutes nos colectomies à 5 jours. Il y a juste pour la maternité où on a laissé 4 jours et demi parce qu'on a un marché spécifique, on a un hôpital juste en face qui est un peu qui va très très vite. Donc pour se différencier, on a gardé une durée de séjour qui est relativement haute. Pour l'ambulatoire, on a fait exactement la même chose. Une fois qu'on avait passé tous ces patients en ambu, plus nos patients qu'on avait déjà, on a travaillé sur le turnover. Donc, dans le petit graphique que vous avez à l'écran, en fait, on ne voit pas la distinction entre les places d'ambu et les lits d'hospice. Mais en fait, on n'a pas d'augmentation dans notre projet du nombre de places d'ambu. C'est-à-dire qu'on construit que 34 places d'ambu. Pour faire ça, ça signifie qu'on doit augmenter beaucoup le turnover d'ambulatoire. Et donc, on a pris des hypothèses là aussi assez volontaristes, mais qui sont faisables. Hein. Madame parlait d'expérience dans les pays nordiques. Ils ont un turnover en endoscopie, en cataracte, qui est assez impressionnant. Donc nous, pour l'endoscopie, par exemple, on a pris 5 patients par jour par place. Pour la cataracte, on a pris 8. Par contre, pour d'autres pathologies, type vésicule, type dents de sagesse, type hernie, on a été beaucoup plus prudent, entre guillemets. On a pris des turnovers qui étaient entre 1 et 1,5. Donc tout ça, ça nous a amené en fait à un besoin en lits et places, un besoin de 174 lits, donc 174 lits, et 34 places d'ambu. Et une fois qu'on a eu donc défini notre besoin théorique, on a ajouté nos perspectives d'augmentation d'activité pour arriver en fait à un total de 205 lits d'hospice et de 34 places d'ambu. Donc on construit aujourd'hui une clinique de 254 lits. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible, mais ça doit s'accompagner d'une sacrée gestion du changement. Et donc d'abord c'est médical, on en a parlé beaucoup, et pour y arriver c'est avant tout d'essayer de faire évoluer des pratiques médicales. Donc bon, on a créé un comité médical, on s'est amusé à fusionner nos établissements, c'est-à-dire qu'on avait 5 cliniques, on en a créé plus qu'une d'un point de vue juridique, ce qui fait qu'on a remonté les autorisations et on n'a plus qu'une seule représentation salariale, ce qui est très utile pour négocier des accords référentiels, pour voir comment est-ce qu'on pouvait adapter nos flux à ces capacités. Et donc c'est là où on a, en tout cas nous semble-t-il, a été assez innovant. Olivier parlait tout à l'heure de l'accueil préopératoire. Demain dans notre clinique, et c'est déjà le cas un peu aujourd'hui dans nos cliniques à notre échelle, mais les patients qui seront opérés le matin rentreront tous le matin. Et ils ne rentreront pas dans leur chambre, ils rentreront dans une sorte d'accueil d'ambulatoire en fait, qui sera dédié à ça, avec du personnel dédié et affecté, infirmières, et les patients n'iront dans leur chambre qu'après leur retour de réveil. Ce qui fait qu'on gagne le matin, et vous savez que c'est souvent un goulet d'étranglement important. Évidemment, et ça Olivier l'a bien montré, entre le bloc et l'ambu, nous on a fait le choix d'avoir un ambu qui est juste à côté du bloc et d'avoir globalement en fait des services des unités techniques type USC maternité qui sont juste face au bloc, ce qui fait qu'on limite au maximum les transferts. Et autre chose, on a quasiment 3 salles de réveil en fait dans ce bloc, et on a 21 salles, je vous l'ai dit, on va en ouvrir 18, mais on a 46 postes de réveil. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de postes de réveil, parce que derrière ces postes de réveil, on a des flux d'ambulatoires qui sont très différents. On a, pour faire 5 patients par jour, ou 8 patients par jour en cataracte, ou 5 en endoscopie, ça veut dire que le réveil devient presque de l'ambulatoire. Et donc on a 3 flux d'ambulatoires. Ces 3 flux, il y en a un classique, en fait, qui sont des box qu'on connaît tous. Il y a un autre flux un peu plus moyen qui, en fait, va être un hébergement en fauteuil. Et on a surtout 2 zones qui sont ce qu'on appelle, nous, salles de réveil boxées ou ambu boxées. En fait, le principe, c'est que le patient, il sort du bloc, il va dans cette salle-là. Cette pièce-là, c'est en fait des box d'ambulatoire qui sont simplement ouverts avec une paroi coulissante. Le patient se réveille, une fois qu'il est sorti, on ferme la paroi coulissante et il est dans son box d'ambulatoire. Et une fois qu'il est sorti en ambulatoire, il sort du bloc en même temps qu'il sort de la clinique. Ça limite beaucoup les transferts et ça va beaucoup plus vite. Donc je fais rapidement, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, sur nos 34 places d'ambulatoire dont je parlais tout à l'heure, on n'a que 8 box d'ambulatoire classiques.
Donc pour résumer, la gestion du changement, c'est une vision, d'abord, cette vision stratégique médicale, elle est hyper importante parce que pour y arriver, il faut qu'elle soit ferme, stable et qu'elle soit démontrée. C'est-à-dire que c'est imparable en fait. Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention de vous expliquer scientifiquement, mais c'est aujourd'hui très démontré, et il y a une littérature très dense sur ces questions. C'est d'avoir une transparence totale avec les médecins, en particulier sur les éléments économiques, parce qu'évidemment, pour y arriver, il faut montrer que ce n'est pas possible de faire 477 lits. Et un avantage pour nous, c'est qu'on s'est senti assez en phase avec la stratégie de santé nationale. Voilà, je pense qu'on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Évidemment, vous l'avez compris, c'est dans 15 mois. Donc dans 15 mois, c'est pas encore aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de travail. Et en particulier les aspects liés à la négociation, puisque un médecin égale une négociation. Donc c'est pas fini, mais on a déjà fait un chemin très important. Un chemin très important. Et vous le voyez que sur ce graphique, en fait, que tous les ans, en fait, on a une diminution très importante du nombre de lits. Qui s'est accompagné de la durée de la baisse de la durée de séjour, et en même temps c'est la baisse de la durée de séjour qui a aussi accompagné la diminution de lits. C'est un élément dans les deux sens, hein. Faut être tout à fait objectif. Et dès 2010, on a commencé à structurer nos structures d'ambulatoire avec la mise en place du score d'aptitude à la rue, l'appel de la veille, l'appel du lendemain, des salons de détente. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on est aujourd'hui assez familier. Aujourd'hui, vous avez vu la vidéo là, sur la colectomie. Je vous ai parlé de la PTH en ambu. On fait des hernies discales en ambu. On fait des RTUP en 2 jours, des hystérectomies en ambu. Donc aujourd'hui, la récupération rapide après chirurgie, c'est possible et ça marche bien. Voilà. Et évidemment, ça s'accompagne d'une forte communication, et en particulier auprès des généralistes, hein, parce que ça fait peur de proposer un projet comme ça. Et donc, il faut beaucoup l'expliquer. Alors, je vais juste me remettre là. Si vous pouvez j'ai fini. Envisager de conclure. Et donc, c'est juste pour vous montrer où est-ce qu'est notre chemin, en fait. Donc, vous avez en haut à gauche la clinique La Fourcade à Bayonne. La photo, elle date de quelques semaines. Donc, vous voyez que c'est une clinique qui est vieille, qui date des années 70. Et en bas à droite, vous avez la nouvelle clinique de Bayonne, qui va donc ouvrir l'année prochaine. Si on regarde les chambres d'hospitalisation, là, c'est une chambre en haut à gauche de la clinique Paul-My à Bayonne, où on fait des prothèses de hanche en ambu. Donc c'est une clinique de centre-ville avec des fenêtres en bois. Donc elle est bien médicalisée. Et puis en bas à droite, vous avez une belle chambre qui est dans le bâtiment témoin, parce que la clinique n'est pas encore ouverte, mais on a un bâtiment témoin dans lequel on a 2 chambres, un couloir et une salle de bloc. Donc ça nous permet de faire des choix. Et on voit que on est passé du traitement médicalisé de la chambre en fait à un traitement hôtelier de la chambre. Mais ça, je pense que c'est un peu dans la continuité de ce que disait Olivier. Au niveau des circulations, là aussi, la clinique Paul-My, avec des jolis éclairages des années 70. Et on va passer à des circulations, évidemment, beaucoup plus aérées et surtout beaucoup plus larges. Les blocs opératoires, de la même façon. En bas, vous avez un nouveau bloc là, qui est donc dans le bâtiment témoin. Donc tout ça pour vous dire que passer de 477 lits à 254 lits et places, c'est possible. Voilà. Vous viendrez voir dans un an, mais ça va être chouette. Voilà. Donc le chemin parcouru pour résumer encore ce qu'on a dit, 477, 254. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolée également de vous avoir un peu mis la pression. Alors moi, je vous invite, en fait, tout simplement, puisque c'est plus du tout l'heure des questions avec la salle, mais à alpaguer pendant le cocktail, à la fois Olivier Delabarre et Nicolas Bobet, pour leur poser toutes les questions qui vous sont venues. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez été courageux et je vous souhaite une bonne fin de convention. Hein. C'était riche.